Ce cours s'inscrit dans le chapitre 2 du thème 3, l'évolution comme grille de lecture du monde. Voyons donc le grand 2, impact des pratiques humaines sur la biodiversité et son évolution. La plupart des innovations apparues au cours de l'évolution correspondent à des versions modifiées de structures plus anciennes. Elles sont dues à des mécanismes évolutifs naturels comme la sélection naturelle ou la dérive génétique. Cependant, sur des temps plus courts, les pratiques agricoles ou la médecine ont engendré une modification de l'évolution de la biodiversité. Voyons donc dans un grand A l'impact des pratiques agricoles sur la biodiversité. Vous connaissez l'impact des pratiques agricoles sur les modifications du paysage, mais on connaît moins bien ce que la domestication des êtres vivants afin d'améliorer leur élevage ou leur culture a eu comme conséquence sur la biodiversité. Depuis les débuts de l'agriculture, il y a environ 10 000 ans, les humains ont exercé une pression de sélection sur les êtres vivants qu'ils cultivaient ou qu'ils élevaient. En culture, cette sélection a permis l'implantation d'un modèle de monoculture. Pour le maïs, par exemple, à partir de l'espèce sauvage le théocynthe, endémique d'Amérique, l'homme a réalisé des hybridations pour obtenir une seule espèce concentrant tous les caractères utiles à sa culture. Cette sélection artificielle de certains caractères à partir d'une souche sauvage s'appelle la domestication. Elle a permis l'installation de la monoculture de céréales. Elle est donc responsable d'une perte de la biodiversité spécifique, mais aussi génétique. Même chose pour l'élevage des bovins. Selon une étude génétique parue en 2012 dans le journal Biologie moléculaire et évolution, toutes les races de vaches modernes sont issues de la reproduction de seulement 80 spécimens d'auroch. L'auroch est donc l'ancêtre du bœuf. De son nom latin Bos primigenius, il devait mesurer dans les 2 mètres pour environ 1 tonne. Cet animal n'était pas facile à capturer ni à garder en activité pour son élevage. Pourtant, il s'agit bien de l'ancêtre commun à toutes nos espèces de bœuf modernes, autrement appelé Bos taurus. L'homme, grâce à la reproduction d'individus présentant des caractères recherchés comme la robustesse ou la production de lait, a créé de manière artificielle de nouvelles espèces animales. En agriculture, on trouve également une autre forme de pression sélective. L'utilisation de pesticides, d'insecticides et de fongicides exerce aussi une pression sur les bioagresseurs des végétaux cultivés. En effet, comme tout être vivant, le maïs, le tournesol, le blé ou le colza et bien d'autres ont des prédateurs naturels. Ces derniers sont souvent des insectes qui pondent leurs œufs dans les grains. En grandissant, les larves s'en nourrissent et détruisent donc les cultures. L'utilisation de pesticides va alors détruire les œufs du prédateur, mais aussi tous les autres organismes vivant autour du pied. Le sol devient donc pauvre en matière organique et il faut rajouter des engrais pour cultiver la plante et obtenir un meilleur rendement. L'utilisation de pesticides peut également entraîner l'apparition d'une résistance chez les bioagresseurs. Par exemple, le puceron vert, Mysus persicae, s'attaque à plus de 40 plantes domestiquées. On le combat avec les insecticides néonicotinoïdes. Cependant, après la première utilisation, certains pucerons survivent. Ce sont ceux qui sont naturellement résistants à l'insecticide. Ils se reproduisent et sont donc plus nombreux à survivre lors de l'utilisation suivante. C'est ainsi que de nombreuses résistances aux insecticides néonicotinoïdes ont été mises en évidence.
Il faut alors augmenter les quantités d'insecticides utilisées pour avoir une meilleure efficacité. Mais cela n'est pas sans conséquence sur la biodiversité. Nous savons en effet que les insecticides néonicotinoïdes sont de redoutables poisons pour nos abeilles. Voyons maintenant dans un grand B l'impact de la médecine sur l'évolution de la biodiversité. Les micro-organismes ont tendance à se multiplier très vite et en très grand nombre. Les bactéries font des mitoses successives lorsque les conditions du milieu leur sont favorables. Vous voyez sur ce document qu'au bout de 8 heures, elles sont plus de 16 millions. Les virus utilisent des cellules hôtes. Ils fusionnent avec elles, puis libèrent leur ARN, qui sera ensuite transcrit en ADN puis intégré à l'ADN de la cellule hôte. Ainsi, lors du fonctionnement normal de cette cellule, lorsque son ADN sera traduit en protéines, les protéines virales seront également synthétisées et de nouveaux virus seront ainsi formés. La vitesse de multiplication des micro-organismes et notamment des agents pathogènes induit une forte pression sélective due aux mutations. Ainsi, à chaque génération, des mutations peuvent entraîner l'apparition d'un nouveau caractère qui peut alors entraîner une résistance. Dans ce graphique, issu du site Access ENS de Lyon, on remarque que la fréquence des mutations du SARS-CoV-2 est plus importante en Europe et en Amérique du Nord qu'en Asie ou en Océanie. Cela est en partie dû au nombre de personnes infectées qui permettent une multiplication importante du virus et donc les mutations, et ainsi sa propagation. Les conséquences vont être une sélection des bactéries résistantes aux antibiotiques et l'impossibilité de trouver un vaccin pour la grippe ou la Covid-19, car le virus mute trop rapidement